Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la lecture du roman Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je vous lis ce roman tous les vendredis depuis déjà plusieurs mois, puisque je ne lis que quelques pages à chaque fois. Si vous souhaitez retrouver les parties précédentes de ma lecture, je vous les listerai en barre d'informations. En ce moment, on en est à un moment où, je vais pas dire peut-être les nobles, en tout cas les riches, sont en train de jouer avec Monsieur Rochester. Je crois que j'en étais là. Maintenant, colonel Dent, dit Monsieur Rochester, c'est à votre tour. Et au moment où le colonel se retira avec sa bande, lui et ses compagnons s'assirent sur les sièges vides. Mademoiselle Ingram se mit à sa droite, et chacun choisit sa place. Je ne fis pas attention aux acteurs. Désormais, le lever du rideau n'avait plus aucun intérêt pour moi. Les spectateurs absorbaient toute mon attention. Mes yeux, fixés de temps en temps sur la reine, étaient toujours attirés malgré moi par le groupe des spectateurs. Je ne me rappelle plus le mot choisi par le colonel Dent, ni la manière dont les acteurs s'acquittèrent de leur rôle, mais j'entends encore la conversation qui suivait chaque tableau. Je vois Monsieur Rochester se tourner du côté de Mademoiselle Ingram. Je la vois incliner sa tête vers lui et laisser ses boucles noires toucher son épaule et se balancer près de ses joues. J'entends encore leur murmure. Je me rappelle les regards qu'ils échangeaient et je me souviens même de l'impression que produisit sur moi ce spectacle. J'ai dit que j'aimais le maître de Tantfield. Je ne pouvais pas faire taire ce sentiment, uniquement parce que Monsieur Rochester ne prenait plus garde à moi, parce qu'il pouvait passer des heures près de moi, sans tourner une seule fois les yeux de mon côté, parce que je voyais toute son attention reportée sur une grande dame qui aurait craint de laisser le bas de sa robe m'effleurer en passant, qui, lorsque son œil noir et impérieux s'arrêtait par hasard de mon côté, détournait bien vite son regard d'un objet si indigne de sa contemplation. Je ne pouvais pas cesser de l'aimer, parce que je sentais qu'il épouserait bientôt cette jeune fille, parce que je lisais chaque jour dans la tenue de Mademoiselle Ingram son orgueilleuse sécurité, parce qu'enfin, à chaque heure, je découvrais chez Monsieur Rochester une sorte de courtoisie qui, bien qu'elle se fît rechercher plutôt qu'elle ne recherchait elle-même, était captivante dans son insouciance et irrésistible même dans son orgueil. Toutes ces choses ne pouvaient ni bannir, ni même refroidir l'amour, mais elles pouvaient créer le désespoir et engendrer la jalousie, si toutefois ce sentiment était possible entre une femme dans ma position et une jeune fille dans la position de Mademoiselle Ingram. Non, je n'étais pas jalouse, ou du moins c'était très rare. Ce mal ne saurait exprimer ma souffrance. Mademoiselle Ingram était au-dessus de ma jalousie. Elle était trop inférieure pour l'exciter. Pardonnez-moi cette apparente absurdité. Je veux dire ce que je dis. Elle était brillante, mais non pas remarquable. Elle était belle, possédait certains talents, mais son esprit était pauvre et son cœur sec. Aucune fleur sauvage ne s'était épanouie sur ce sol. Aucun fruit naturel n'y avait mûri. Elle n'était ni bonne ni originale. Elle répétait les mêmes phrases apprises dans les livres, mais elle n'avait jamais une opinion personnelle.
n'y avait en elle ni tendresse ni franchise. Sa nature se manifestait quelquefois par la manière dont elle laissait percer son antipathie contre la petite Adèle. Lorsque l'enfant s'approchait d'elle, elle la repoussait en lui donnant quelques noms injurieux. D'autres fois, elle lui ordonnait de sortir de la chambre et la traitait toujours avec aigreur. Je n'étais pas seule à étudier les manifestations de son caractère. Monsieur Rochester, l'époux futur, exerçait une incessante surveillance. Cette conscience claire et parfaite des défauts de sa bien-aimée, cette complète absence de passion à son égard, était pour moi une torture sans cesse renaissante. Je voyais qu'il allait l'épouser pour des raisons de famille, ou peut-être pour des raisons politiques, parce que son rang et ses relations lui convenaient. Je sentais qu'il ne lui avait pas donné son amour et qu'elle n'était pas propre à gagner jamais ce précieux trésor. Là était ma plus vive souffrance. C'était là ce qui nourrissait constamment ma fièvre. Elle ne pouvait pas lui plaire. Si elle eût gagné la victoire, si M. Rochester eût été sincèrement épris d'elle, j'aurais voilé mon visage, je me serais tournée du côté de la muraille et je serais morte pour eux, au figuré de son temps. Si mademoiselle Ingram avait été une femme bonne et noble, douée de force, de ferveur et d'amour, j'aurais eu à un moment une lutte douloureuse contre la jalousie et le désespoir, et alors, brisée un instant, mais victorieuse enfin, je l'aurais admirée, j'aurais reconnu sa perfection, et j'aurais été calme pour le reste de ma vie. Plus sa supériorité eût été absolue, plus mon admiration eût été profonde. Mais voir les efforts de mademoiselle Ingram pour fasciner M. Rochester, la voir échouer toujours, et ne pas même s'en douter, puisqu'elle croyait au contraire que chaque coup portait, m'apercevoir qu'elle s'enorgueillissait de son succès, alors que cet orgueil la faisait tomber plus bas encore aux yeux de celui qu'elle voulait séduire. Être témoin de toutes ces choses, incessamment irrité et toujours forcé de me contraindre, voilà ce que je ne pouvais supporter. Chaque fois qu'elle manquait son but, je voyais si bien par quel moyen elle aurait pu réussir. Chacune de ces flèches lancées contre M. Rochester et qui retombait impuissante à ses pieds. Je savais que, dirigées par une main plus sûre, elles auraient pu percer jusqu'au plus profond de ce cœur orgueilleux. Elles auraient pu amener l'amour dans ses sombres yeux et adoucir cette figure sardonique, et même sans aucune arme, mademoiselle Ingram eût pu remporter une silencieuse victoire. Pourquoi n'a-t-elle aucune influence sur lui, pensai-je, elle qui peut l'approcher sans cesse? Non, elle ne l'aime pas d'une véritable affection. Sans cela, elle n'aurait pas besoin de ses continuels sourires, de ses incessants coups d'œil, de ses manières étudiées, de ses grâces multipliées. Il me semble qu'il lui suffirait de s'asseoir tranquillement près de lui, de lui parler peu et de regarder moins encore, et elle arriverait plus directement à son cœur. J'ai vu sur les traits de M. Rochester une expression bien plus douce que celle qu'excitent chez lui les avances de mademoiselle Ingram. Mais alors cette expression lui venait naturellement et n'était pas provoquée par des manœuvres calculées. Il suffisait d'accepter ses questions, d'y répondre sans prétention, de lui parler sans grimace
serait pas difficile, et une femme pourrait être bien heureuse avec lui. Rien de ce que j'ai dit jusqu'ici ne peut faire supposer que je blâmais M. Rochester de se marier par intérêt et pour des convenances. Je fus étonnée lorsque je découvris son intention. Je ne croyais pas qu'il pût être influencé par de tels motifs dans le choix d'une femme, mais plus je considérais l'éducation, la position des deux futurs époux, moins je me sentais portée à les blâmer d'agir d'après des idées qui devaient leur avoir été inspirées dès leur enfance. Dans leur classe, tous avaient les mêmes principes, et je comprenais qu'ils ne puissent pas voir les choses sous le même aspect que moi. Il me semblait qu'à sa place, je n'aurais voulu prendre pour femme qu'une jeune fille aimée. Mais les avantages d'une telle union, pensais-je, sont si évidents que tout le monde les verrait comme moi. S'il n'y avait pas quelque autre raison que je ne puis pas bien comprendre. Là, comme toujours, j'étais indulgente pour M. Rochester. J'oubliais ses défauts que j'avais jadis étudiés avec tant de soin. Autrefois, je m'étais efforcée de voir tous les côtés de son caractère, d'examiner ce qu'il y avait en lui de bon et de mauvais, afin que mon jugement fût équitable, mais je n'apercevais plus que le bon. Le ton de sarcasme qui, quelques semaines auparavant, m'avait repoussé, la dureté qui m'avait révolté, m'impressionnait tout différemment. J'y trouvais une sorte d'âcreté savoureuse, un sel piquant qui semblait préférable à la fadeur. Cette expression sinistre, douloureuse, fine ou désespérée, qu'un observateur attentif eût pu voir briller de temps en temps dans ses yeux, mais qui disparaissait avant qu'on eût pu en mesurer l'étrange profondeur. Cette vague expression qui me faisait trembler comme si, marchant sur des montagnes volcaniques, le sol avait tout à coup frémi sous mes pas. Cette expression que je contemplais quelquefois tranquille et le cœur gonflé, mais sans jamais sentir mes nerfs se paralyser. Au lieu de désirer la fuir, j'aspirais à la deviner. Je trouvais mademoiselle Ingram heureuse, parce que je me disais qu'un jour, elle pourrait regarder dans l'abîme, en explorer les secrets, en analyser la nature. Pendant que je ne pensais qu'à mon maître et à sa future épouse, que je ne voyais que je n'entendais que leurs discours, que je ne faisais attention qu'à leurs mouvements, les autres invités de M. Rochester étaient également occupés de leur intérêt et de leur plaisir. Lady Lynn et Lady Ingram continuaient leur solennelle conférence, baissaient leurs deux turbans l'un vers l'autre et agitaient leurs quatre mains avec surprise, mystère ou horreur, selon le sujet de leur commérage. La douce Madame Dent causait avec la bonne Madame Eshton. Toutes deux me souriaient de temps en temps ou m'adressaient une parole aimable. Sir George Lynn, le colonel Dent et Madame Eshton discutaient sur la politique, la justice ou les affaires du comté.